Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Bélanger. Salut Alexandre. Salut François. Alors, je suis ravi de t'accueillir. On se connaît depuis quelques mois maintenant. Tu es un profil hyper intéressant parce que tu es un touche-à-tout. Et tu es en même temps quelqu'un de très attachant. Et on a pas mal échangé et j'ai eu envie de t'interviewer aujourd'hui un peu pour parler d'une chose que tu maîtrises plutôt bien, qui est l'art du développement commercial. Mais petite spécialité, je vais te laisser te présenter pour une fois. D'habitude, c'est moi qui présente les invités. Aujourd'hui, c'est toi qui vas te présenter. Ok. Je vais essayer d'être bref, puisque bon, j'ai un âge certain. Je suis un old, comme on dit sur LinkedIn. Moi, je viens de la vente pure et dure, du hard selling, parce que j'ai démarré ma carrière avec des équipes de vendeurs dans les universités qui vendaient des abonnements pour les étudiants. Un objectif de chiffre d'affaires sur un très court terme, parce qu'une campagne, c'était 3 mois, et qui fallait faire l'objectif de l'entreprise en 3 mois. Donc des choses très huilées, très préparées, avec un plan d'action, un taux de pénétration par jour, un nombre d'abonnements à réaliser, enfin un truc un C'est peu l'OFUP, c'est ça? musclé. Ouais, l'OFUP, exactement. Et donc j'ai fait ça une dizaine d'années, et puis en rentrant de la direction de la filiale italienne, j'ai décidé de me lancer dans l'assurance. Euh, alors je dis j'ai décidé de me lancer. En fait, j'étais trop jeune pour être directeur des ventes dans une autre boîte, parce que j'avais 22 ans et que à cette époque-là, on voulait des mecs qui avaient du background et de l'expérience pour être directeur des ventes. Et du coup, suite à un outplacement, je me suis retrouvé agent général dans le réseau de Claude Bébéar, spécialisé en vie. Comment dire? C'est un peu comme, on dit Rank Xerox, c'est une école de vente. L'assurance vie, c'est un truc exceptionnel parce que c'est difficile. Il y a une concurrence énorme. Les banques sont là, la poste, voilà, et il faut y arriver, et on y arrive. Et donc, j'ai bossé pendant 8 ans dans ce réseau spécialisé en vie. Au bout de 8 ans, en fait, l'appel de la diversité a commencé et j'ai monté un réseau de chefs d'entreprise dédié à l'innovation et à la prospective. Donc, un truc un peu nouveau. J'ai lancé un prix littéraire pour les dirigeants d'entreprise. Tu vois, j'ai essayé de créer quelque chose un peu autour de ça. Et puis là, en parallèle de ça, une opportunité de reprendre un cabinet Zurich Assurance. Et donc, je me suis lancé, du coup, dans une assurance toute branche. Bon, je vais aller plus vite. Ensuite, j'ai commencé à faire du build-up et à racheter des cabinets, à racheter un cabinet à Lyon, à racheter un cabinet à Arras dans le Nord, et à agglomérer, pardon, tout ça autour de le dirigeant, la gestion de patrimoine et bien sûr aussi de l'assurance toute branche, des immeubles, etc. Là, j'ai racheté un portefeuille qui était très intéressant. Je devenais souscripteur en fluvial. Donc, j'assurais du tonnage de péniches sur les différents canaux en Europe. Et ça, c'était passionnant. Et puis, voilà, chemin faisant, l'assurance, j'ai bien tourné autour. J'ai commencé à faire de la réassurance, donc de l'assurance des contrats d'assurance. Par exemple, il y a des boîtes comme Filiassure qui se sont montées de zéro grâce à des réassureurs qui ont financé les coûts d'acquisition. Et j'ai monté ce type de projet en créant des programmes entre des réassureurs et des courtiers pour du développement en marketing direct. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai eu l'appel du soleil et j'ai décidé de changer de vie et de partir dans le sud. Et donc j'ai vendu mes cabinets d'assurance, de réassurance. J'ai juste gardé une petite coquille en me disant si jamais on me demande de faire de l'assurance, ben, j'aurai une coquille pour le faire. Et je suis parti à Marseille. Et là, Bon, bah ouais, c'est un excellent choix. Et là, je vis ma plus belle vie dans une ville exceptionnelle avec toute la diversité que tu connais, etc. Et donc, j'ai commencé à vouloir racheter une entreprise d'assurance. J'ai pas trouvé, en tout cas, pas à un niveau de prix cohérent. Et au fil des rencontres, j'ai commencé à accompagner des boîtes dans des domaines aussi variés que la conciergerie pour la location de Airbnb,
en passant par le développement de salons dans le médical international, en passant par une mutuelle autour des seniors et des EHPAD, en allant, et là je me dirige gentiment mais sûrement vers de la, des compléments alimentaires. En parallèle de ça, j'ai une boîte dans laquelle j'ai pris des parts et je suis au développement, qui est une boîte de développement commercial. Donc, sachant que voilà, dans mes accompagnements et dans ma problématique, les gens viennent pas vers moi pour leur organisation et leur comptabilité. Mon credo, c'est un pas de côté, une stratégie différenciante et un développement commercial. J'ai aujourd'hui, je vis de ça et mes meilleurs ambassadeurs sont mes clients qui vont me présenter des gens qui ont une problématique de développement commercial, sujet que tu connais bien, et qui parfois peut se régler par un développement stratégique ou une réorientation et un partenariat qui va bien avec quelqu'un qui est déjà dans le pas de côté à l'endroit où on va aller se poser. Quand tu es dans cette approche, justement, c'est quoi les grandes erreurs commerciales ou les grandes faiblesses commerciales que tu vois chez tes clients? Alors souvent, c'est pas des erreurs ou des faiblesses, c'est plutôt, un tâtonnement permanent parce que, les boîtes que j'accompagne, pour la plupart, n'ont pas la dimension commerciale. Par exemple, 3 ingénieurs qui se sont regroupés pour monter, un labo, 3 personnes, en informatique qui lancent un salon, mondial, sur la santé, une, compétence forte dans un domaine précis, mais le commercial, et tu le sais, c'est pas forcément c'est pas une compétence dans le domaine, c'est une compétence commerciale. Et finalement, un commercial peut vendre n'importe quoi, j'ai envie de dire, en tout cas si on le forme et qu'on lui explique, il peut aller chercher les besoins de n'importe qui pour essayer de trouver une solution en face. Dans l'autre sens, c'est pas vrai. Quelqu'un qui n'aime pas le commercial ou qui n'aime pas le développement ou qui n'est pas construit comme ça à la quête d'opportunités, euh, va pas avoir les réflexes. Donc c'est pas vraiment, j'arrive pas en disant putain mais vous êtes cons les gars, vous faites quoi à cet endroit-là. Non, j'arrive en disant bah voilà, alors on a essayé ça, on a fait ça, mais le problème c'est pas on a fait, on a essayé, c'est avec qui et comment. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas un mec qui représente la fonction commerciale dans l'entreprise, bah ça le fait pas quoi en fait. Toi, aujourd'hui, justement, du coup, comment ça se passe quand tu arrives? Tu fais un état des lieux? Tu... C'est Alors quoi la méthode, Alexandre? la base, d'abord, c'est d'essayer d'écouter et de comprendre. Donc, le début, c'est bah, qu'est-ce que vous faites comme activité. Quels sont les axes de développement, quelles sont les faiblesses. Je regarde assez vite où en est le marché. Sur Internet, on trouve des études de marché et des compléments d'information assez facilement. Qui sont vos concurrents, où sont vos concurrents. Et puis, bah, en regardant ça, on se fait très vite une idée de ce qu'on a dans les mains, de l'actif. Une fois qu'on a ça, comment avez-vous adressé le marché? Quel est le développement commercial? Quelle est votre stratégie? Vous voyez où, à quel moment et en combien de temps? Et ensuite, une vision un peu plus lointaine. Votre vision à plus loin, pardon, à plus longtemps, c'est quelle est votre vision? Vous voulez aller où? Ensuite, en creusant, on a souvent, parfois, des choses assez construites et assez bien construites, mais sur l'exécution, il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face. D'où euh, un besoin en ressources commerciales. Et donc là, bah, en fait, je ne fais pas, hein, je ne suis pas commercial pour la boîte. Je vais essayer soit par un pivot trouver un partenaire qui aurait déjà X mille clients qui sont intéressants pour notre société en question, soit je vais mettre en place le développement avec une structure dont je parlais tout à l'heure qui fait du développement commercial externalisé et dans laquelle on va aller chercher des compétences par secteur avec des référents pour arriver à mettre toutes les KPI ventes et une stratégie en place. Pourquoi tu penses qu'on manque de personnes aujourd'hui? C'est parce que les dirigeants que tu accompagnes ne savent pas recruter des commerciaux, parce qu'on manque de commerciaux sur le terrain? Bah, c'est tout à la fois. En fait, on manque de commerciaux. C'est-à-dire que la fonction commerciale, pendant des années, a été
malmenés, décriés. On a souvent du mal à rémunérer ses commerciaux. C'est un truc, entre guillemets, à l'américaine, une image d'Épinal où on dit, ouais, le commercial de ma boîte, c'est celui qui est le mieux payé. Alors, chez nous, c'est pas vrai, hein, en tout cas, c'est rare. Il y a quelques domaines, mais c'est quand même assez rare. Et puis ensuite, bah, recruter quelqu'un de bon, c'est pas facile, mais pour ça, il y a des cabinets qui savent le faire. Mais manager quelqu'un de bon, c'est très difficile. En fait, plus la personne est très forte au niveau commercial, plus finalement des gens qui ne le sont pas n'arrivent pas à manager ce commercial. Il prend la main sur les sujets, en termes de reporting, il fait ce qu'il veut, et rapidement, on se retrouve finalement dans une dissonance au niveau managérial. C'est pas facile. C'est pas Mmh. facile. Ça, c'est. Est-ce que tu estimes que c'est le cas? Enfin, jusqu'à quelle taille de boîte tu estimes que c'est le cas? Alors, c'est le cas dans, allez, 70% des petites boîtes. Quand je dis petites boîtes, on est aux alentours de 10. Et ça baisse. Plus on se structure, plus on va baisser, parce que on va avoir à des échelons supérieurs la composante commerciale. On va avoir un directeur commercial, on va avoir. En fait, le palier difficile, c'est la start-up ou la boîte qui commence et qui veut croître. Il y a des ingénieurs qui font pas de commercial. Ils sont connus et chez leurs clients, ils sont reconnus. Et finalement, il y a des besoins qui sont exprimés sur des plateformes ou dans des réseaux et on les cueille. Ils n'ont pas de problème de boulot. Ces gens-là, jusqu'à ce qu'ils ont un problème, jusqu'à ce que leur techno soit un peu obsolète, jusqu'à ce que ça s'essouffle, ils n'ont pas de problème. Et puis d'un seul coup, ils se réveillent. Ah, il n'y a plus de projet pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, d'un seul coup, il faut trouver un commercial. Bon, bah là, c'est la fin du monde. Surtout qu'un commercial n'est pas opérationnel du jour au lendemain, on est d'accord. Alors, il n'est pas opérationnel du jour au lendemain. Et puis, eux, qui sont des ingénieurs et qui ont fait du business pendant 20 ans où ça tombait de l'arbre, mais ça sert à quoi un commercial? Pourquoi ce mec est arrogant avec nous? Mais quelle est cette énergie? Il veut pas se calmer, cet animal? Tu vois, il y a un tel décalage finalement, parce que des enfants gâtés ou une boîte ou une start-up, tu vois, qui a tâtonné, qui a cramé de l'oseille en faisant plein de trucs, à un moment donné, elle n'a pas pris conscience que si tu vends pas, si tu n'as pas des acheteurs, des clients, tu n'existes pas. Et il y a beaucoup de domaines comme ça. Est-ce qu'une des erreurs, c'est pas justement de recruter aussi un directeur commercial avant d'avoir des commerciaux? Je ne sais pas si c'est une erreur. Je pense que ça dépend de l'état, on va dire, de l'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles un des dirigeants est tout à fait capable d'avoir et l'ouverture d'esprit et la capacité de manager et d'accompagner un commercial. Et puis d'autres où il n'y a pas cette capacité. C'est quoi Le pour toi? management, en Ouais. fait, tu vois, la pétérisation, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faisait grimper les gens dans les boîtes et puis ils savaient plus faire le job du dessus. Manager, ça s'invente pas non plus. Enfin, je veux dire, un mec qui a créé un produit, qui a créé une boîte sur sa vie, son concept, son idée, n'est pas forcément le meilleur manager. Peut-être c'est un bon commercial. Tu fais la transition facilement. J'allais te poser la question, c'est quoi les bonnes compétences d'un directeur commercial? Alors, le directeur commercial a d'abord cette compétence de vente. Il a été vendeur, il a réussi ou pas, hein, en tout cas, il a exercé la vente. Il a en tout cas appliqué des méthodes et il les connaît, il connaît ses résultats sur le terrain. Il a une certaine légitimité au regard de l'expérience qu'il a vécue. Je ne mets pas réussir parce que c'est pas parce que c'est un bon vendeur que ce sera un bon manager et j'y arrive et c'est un bon manager et c'est un bon pédagogue et c'est un bon leader parce que derrière ces commerciaux vont le suivre pour ces qualités-là, pas parce que c'était un bon vendeur. Et du coup, est-ce qu'un mauvais vendeur Peut devenir un est bon moins- manager, peut devenir un bon manager? tout à fait. Pourquoi? Parce que les qualités qu'on requiert pour un manager, c'est la capacité à entraîner les autres et ensuite de comprendre les mécanismes et d'aider les commerciaux. C'est pas de donner forcément l'exemple de
moi, je fais ça ou etc. Mais sa légitimité par rapport au reste de l'équipe, dans ce cas-là, est-ce qu'elle ne peut pas être mise un peu en question? Ils peuvent, ils peuvent. Après, je fais confiance à sa pédagogie, à son sens de la propos, à son côté management et leader pour pallier à cette problématique. Moi, j'arrive dans des boîtes où c'est pas mon univers. Au début, le dirigeant et les deux associés pourraient tout de suite dire Eh, Bélanger, tu connais rien à la santé. Ben oui, c'est vrai, je connais rien à la santé. C'est quoi le problème? En fait, je suis pas là pour vous prendre votre job. Je suis là pour vous proposer une alternative et une direction de développement commercial, de développement et de développement commercial. Donc, j'ai envie de dire que finalement, le fait que notre directeur commercial soit un excellent vendeur ou pas, n'est pas la raison d'être du directeur commercial. Je pense qu'en revanche, ça doit être un excellent manager. Je te rejoins en fait. Ma question était plutôt sur la capacité à faire monter quelqu'un qui était un vendeur moyen dans la même équipe comme manager. Et sur ton point d'avoir un bon manager qui arrive de l'extérieur, Ouais, personnellement, je pense que ça s'explique et ça se voit. Quelqu'un qui est moyen peut avoir un problème de légitimité par rapport à ses ouais, ouais, collègues. ouais, ouais. Moi, je le mettrais un peu au marketing. Je le mettrais dans un sas de décompression avant de le basculer parce qu'il a fait ses preuves au marketing comme manager ou à la gestion des réclamations, tu vois, pour un petit sas de décompression et de validation pour ensuite, si effectivement c'est un bon manager, le repositionner. Imaginons, tu vois, il est dans une équipe de vendeurs, on le met pendant un an et demi aux réclamations. Tous les clients qui ont des problèmes, ils gèrent ce service-là. On voit le résultat sur ce service-là. Et puis ensuite, il revient à la direction commerciale. Ça me paraît, tu vois, pourquoi Ouais, pas? c'est un beau parcours que tu proposes. C'est sympa. Ouais, moi j'aime En bien. fait, il faut mettre les gens où ils sont bons. C'est clair. Après, essayer de mettre les gens où ils sont pas bons en disant, bah, on va te former, machin. Enfin, c'est has-been, ça. On travaille plus. Là, je vais essayer de prendre les meilleures qualités de cet homme-là et de le mettre au meilleur endroit avec ses meilleures qualités. Et on sera tous heureux. Et lui aussi. Et du coup, sur la partie commerciale, une des solutions qu'on propose, donc d'externaliser finalement le commercial avec une solution où nous, on fait tout pour que notre vendeur, notre commercial, soit dans une situation d'excellence avec du management, du reporting, des gens qu'il connaît depuis un moment et une équipe dans lequel bah, il y a de l'incentive, il y a d'autres vendeurs. Le pire pour un mec, c'est d'être isolé dans une boîte entouré par des gens qui comprennent pas ce qu'ils racontent. C'est Quand très il y a de difficile. l'externalisation, ça se passe comment le pilotage? C'est la boîte d'externalisation qui pilote, c'est le client. Et comment se passe je dirais, la cohabitation avec les vendeurs internes? Alors souvent, c'est un challenge. En fait, souvent, quand on a des boîtes où on a des vendeurs internes et nous, c'est un directeur commercial qui veut mettre un coup de booster ou qui n'arrive pas à recruter ou qui est trop léger en bande passante commerciale et qui vient nous chercher. Et donc, il va prendre par exemple deux, trois mecs chez nous et puis il va challenger les équipes en interne en disant putain, les mecs, quand on fait mieux, hein, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors en fait, nous, on a une force aussi, c'est que depuis 13 ans, on adresse des verticales, RH, IT et marketing. Et donc, depuis un certain nombre d'années, il y a des contacts qui se sont créés avec des décideurs, des donneurs, etc. Et donc, bah, c'est pas comme le mec qui est embauché la semaine dernière, même s'il est fort, il a un temps d'adaptation, il a un temps d'apprentissage, il faut qu'il prenne ses marques par rapport à l'interne, par rapport à l'externe. C'est difficile. Notre solution, elle est facile à actionner, elle est facile à arrêter aussi. Le client qui dit bon bah allez, c'est bon, j'ai vu ça, 3 mois, on arrête. Ok. J'ai même insufflé dans ma boîte que si jamais on a ça, le plus important pour nous, c'est de bien nous séparer. Donc c'est de donner les fichiers de prospection, c'est de donner tous les résultats du reporting, c'est d'essayer d'apporter toute la valeur ajoutée qu'on a pu avoir pendant les 2, 3, 6, 9, 12. En général, c'est plutôt 7 ans de collaboration, hein, mais on a des temps qui sont assez longs. Mais peu importe, parfois,
à un moment donné de l'histoire, on avait des comptes dédiés où des mecs étaient dédiés à une seule entreprise et l'entreprise proposait une solution qui était très difficile à vendre. Donc la situation d'échec du vendeur était pas facile à tenir et le client disait bon bah alors il fait quoi votre super vendeur Il faudrait qu'on vende deux trois trucs quand même. Voilà. Donc tous ces trucs là, voilà, il faut manager ça. Et aujourd'hui, ça se mutualise un vendeur? Alors le mot mutualisation, il est pas tout à fait le bon, puisque avant on mutualisait, c'est-à-dire qu'on disait on vous vend un vendeur un quart de temps ou un demi-temps ou un 100% du temps. Et en fait, en faisant ça, on avait des vendeurs qui étaient pour la marque, imaginons 50%. Donc le matin, je vendais AXA, et puis l'après-midi, je vendais Generali. Et en fait, en faisant ça, finalement, j'avais des vendeurs qui n'avaient toujours qu'une solution à vendre. Et donc, pour mettre des vendeurs dans une position d'écoute du besoin, de découverte et de force de proposition, on avait commencé à mutualiser sous un format un peu. On avait mutualisé nos donneurs d'ordre en faisant des réunions, en allant capter des sujets, etc. Et en fait, la mutualisation en offrant 5 solutions complémentaires à notre vendeur permet une chose, c'est que comme il a 5 solutions, il va d'abord écouter le besoin, challenger l'interlocuteur, creuser pour savoir quels sont les besoins réels de son interlocuteur. Ensuite, sélectionner dans les 5 solutions celles qu'il va pouvoir pousser, une, deux, trois, quatre ou 5 solutions, parce qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres et elles sont complémentaires. Et une fois qu'il va avoir fait ça, ça va nous apporter plusieurs choses. Ça va nous apporter des clients heureux parce qu'ils vont régulièrement être proposés avec des clients en face, enfin des acheteurs, pardon. Ça va faire un vendeur heureux parce qu'il va être souvent en phase de succès. En tout cas, il va toujours être en phase d'écoute avec son interlocuteur parce qu'il ne va pas décrocher instantanément puisque le produit ne correspond pas aux besoins du mec qu'il a en face. Hein. Donc, ça va générer beaucoup plus de ventes. Générant plus de ventes, ça va générer du variable et on va avoir un équilibre finalement entre nos clients qui ont besoin de plus d'écoute et les acheteurs qui vont trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, si je résume bien ce que tu es en train de nous dire, c'est que toi, aujourd'hui, l'approche que tu proposes via cette société, c'est de mutualiser les offres pour n'avoir qu'une seule découverte et que le commercial se sente mieux parce que quoi qu'il se passe, il y a quelque chose qui permet d'adresser un des besoins dans une verticale. Sans doute. Et comment, s'il y a une des solutions qui se vend mieux que les autres, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. En fait, comme on a des complémentarités entre les solutions, en fait, plus on va vendre telle solution, plus on va vendre les autres. C'est la vente, une des bases, hein, c'est la confiance. Et du coup, quand tu as confiance en ton vendeur, si dans ta boutique, quand tu achètes du jambon, il est toujours bon, bah, tu vas peut-être acheter du petit salé chez ton boucher. Tu vois, c'est un peu. Voilà. Et en fait, la relation, plus elle va s'installer avec le commercial et le DRH pour prendre la partie RH, et plus quand le DRH à un moment donné va avoir un besoin ou une question, il va appeler son commercial. Alors l'autre force du process, c'est que sur une verticale de RH, on va peut-être avoir 10 commerciaux. Donc on va avoir 10 mecs qui vont adresser la cible et qui vont avoir des recueils de besoins différents. Imaginons, j'ai un mec en RH qui dit mais moi je rêve d'une solution scale to sell et de faire des interviews et moi j'ai pas le produit scale to sell dans ma besace. Au meeting hebdomadaire, je vais dire ah ben moi j'ai un besoin que je ne sais pas satisfaire. Le DRH de telle boîte me dit qu'ils sont en recherche de ça. Est-ce que quelqu'un a une solution dans les copains là? Ah bah ouais, moi, ok, bah appelle-le de ma part, il a bien défini son besoin. Mais est-ce que une déformation du commercial serait pas d'aller vers les solutions qui se vendent le plus facilement dans ce cas, quand il y en a plusieurs à vendre? Et ce serait une erreur du commercial, mais Je t'ai pas dit que ce serait pas une je erreur. comprends pas la notion de déformation. En fait, imagine dans ta boîte à outils, tu as une pince, un marteau, une clé anglaise et tu vends que des marteaux.
Donc là, le manager va faire un bilan et va te dire: «Mais François, pourquoi vends-tu que des marteaux?» «Ah mais je ne connais pas les clés anglaises». Alors on va te former à la clé anglaise si c'est un problème. Mais en fait, à partir du moment où en face de toi, des besoins exprimés vont être des besoins de clés anglaises, arrête de vendre des marteaux. Enfin, tu vois? On est sur des process en plus qui sont suivis, nos vendeurs sont coachés, débriefés, autant tu vois, quand on est dans une boîte, le reporting commercial, c'est la bête noire. Enfin, tous les dirigeants disent: «Oh là là, les commerciaux, ils en font qu'à leur». Là, on a des équipes qui ont des outils de reporting, ils sont dans le truc depuis déjà un certain temps, ils sont formés comme ça. Il y a un reporting et il est hyper suivi. Il y a les managers, etc. Donc, comment dire, tous les travers, on les a verrouillés. Si par exemple j'ai un produit qui n'est pas vendu, c'est pas, je suis pas tellement inquiet du fait que mon commercial ne vende que des marteaux. Je pense que le commercial, il est formé pour avoir du variable, donc il va vendre le maximum de solutions. Mais imaginons que sur les 5 produits, on ait un produit, 15 jours, pas vendu. Pas vendu, pas adressé. Donc pourquoi? Le besoin n'est pas exprimé. Quand le besoin est exprimé et qu'on l'a proposé, ça n'a pas matché. Une fois, deux fois, trois fois. On va analyser tout ça. On va retourner vers notre client. On va lui expliquer ce qui s'est passé de manière factuelle. Tel rendez-vous, telle découverte, il s'est passé ça avec telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on pivote? Est-ce que le tarif est pas bon? Est-ce que il faut changer quelque chose dans l'offre? Tu vois, on va bosser avec des startups. Je pense que des trucs comme ça, on va en avoir, allez, un certain nombre avec des adaptations, une nouvelle offre, etc. On est aussi dans un monde qui bouge très vite. Et du coup, pour une startup, tu penses que c'est plus pertinent d'externaliser au départ Oui, sa force AGE. commerciale Ah oui, oui. parce que c'est Oui, en plus agile? fait, on a une offre, hein, je vais te la faire rapide. Avec 3000 balles, tu as un commercial qui s'occupe de ton produit. Donc, 3000 balles, recruter un mec, le manager, attendre qu'il soit opérationnel, le former, lui donner les fichiers, et blablabli. Enfin, allez, il n'y a pas photo. Je suis une start-up, cette offre-là, pour moi, c'est la meilleure. Il n'y a pas de débat. Après, il y a d'autres offres qui sont sûrement très bonnes, hein, mais moi, je suis une start-up, je prends un système comme celui-là, j'ai pas de risque, j'ai du reporting, je vais pouvoir jauger, voilà, les fichiers, on les a, un certain niveau de contact déjà, donc pour moi, c'est Et l'offre idéale. aujourd'hui, ça se passe comment concrètement? Vous embarquez progressivement sur cette offre des nouvelles boîtes qui vont aller, enfin, que le commercial va utiliser comme prétexte pour reprendre contact avec les décideurs avec lesquels il est en contact. En tant que commercial, j'ai mes 5 offres et je ne pousse que celle-là, ça se passe comment? Alors, j'ai mes 5 offres, je pousse mes offres. Toute la journée, j'appelle des DRH, si je suis dans les RH, j'appelle des DRH et je fais mon job. De manière hebdomadaire, j'ai de manière transversale un bilan sur tous les autres. Et après, les managers avec les clients vont faire des bilans sur l'activité de leurs produits, de leurs solutions, pour ajuster derrière. Euh, on avait commencé une mutualisation en fait avec des boîtes qu'on amenait vers des grands comptes, ETI grands comptes. Et en fait, on s'est retrouvé en situation d'échec parce que quand on n'a pas un commercial avec un niveau commercial en face pour des grands comptes, ben, on se retrouvait avec des interlocuteurs qui finalement n'avaient pas l'habitude de bosser avec ce type de compte et qui disait: «Ah bah oui, alors moi, je vais vous faire une petite étude, là, je vais vous la facturer 1500 euros. Dans les grands comptes, ça se passe pas comme ça. Et donc, quand un grand compte lance un sujet, tu vois, sur une démarche psychologique pour l'entreprise ou blablabla, hein, et ben, il va vouloir tester, comprendre, challenger, et puis le relationnel va être important. On va organiser des meet-up avec l'entreprise, etc. On avait démarré comme ça, et en fait, en faisant ça, on se retrouvait finalement bloqué dans la première partie commerciale. En apportant, nous, le commercial, la boîte a le choix. On close, elle close, quelqu'un d'un autre niveau close,
Elle a besoin d'un manager pour closer avec, que nous closions avec un manager, on close avec un manager, etc., etc. On va ajuster finalement la capacité de l'entreprise à répondre à son client et à closer le deal. Alors, j'ai plusieurs questions pratiques qui me viennent en tête quand je t'écoute. C'est hyper intéressant. Et du coup, c'est comment se passe un peu. Il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a la première, c'est comment se passe la négo et l'escalade. Quand on a besoin de faire escalader le sujet à un manager de façon à prendre une décision, offrir un rabais et des contreparties qui vont bien. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui ralentit un petit peu le cycle de vente dans ce cas-là? C'est Ou deuxième question aussi, c'est qui gère l'après-vente et comment on intègre le commercial externalisé dans l'après-vente. c'est excellent. Alors sur la première partie de la question, en fait, c'est le client qui décide. Et le client va décider en fonction du type de solution proposée. Il y a des solutions qui sont des produits faciles, entre guillemets, à vendre, packagés, tu vois, simples. Et donc là, il y a pas mal de cas où on ira jusqu'au closing. Il y a plein de solutions où on n'ira pas jusqu'au closing. Je prends mon exemple personnel. En RH, il y a un mec qui va bosser pour moi. Et moi, ça va donner naissance à un rendez-vous téléphonique, à une réunion, un rendez-vous, un meeting, quoi. Et de ce meeting, je vais ensuite prendre le relais. Sur l'histoire du 10%, 15% d'une négo, d'une escalade, la boîte décide. Le commercial reporte, la boîte décide. Si la boîte veut reprendre la main, elle prend la main. Si la boîte veut pas reprendre la main, elle reprend pas la main. En fait, en fonction des managers de la boîte, on va avoir des directives. Sur le service après-vente, c'est excellent. Euh, pour le moment, c'est chez le client, mais c'est une très bonne idée. En fait, le service après-vente étant souvent une expression importante de la vente, Hmm. je trouve ça très pertinent. C'est souvent un nouveau besoin, en fait, le service Ouais, après-vente. ouais, tout à fait, tout à fait. Après, il y a pas mal de clients avec qui on bosse depuis un certain temps sur des offres dédiées, hein, où on est juste en marque blanche pour eux, et cetera, et où il y a pas mal d'allers-retours, en fait. À un moment donné, quand ils sont contents de leur commercial, ils renvoient aussi des leads vers leur commercial. Ils se disent pas, je vais le faire, ça va m'économiser 10 balles. Tu vois, non, il y a un moment où on est externalisé, mais on est internalisé. On est vraiment dedans, quoi. C'est pas frustrant parfois pour certains commerciaux d'avoir la boîte qui commence à grossir et de quitter cette aventure malgré eux? Alors, il y a pas mal de commerciaux qui nous quittent pour aller dans la boîte dont tu parles. D'accord. C'est plutôt l'inverse, du coup. Bah, en fait, la boîte nous demande s'ils peuvent recruter la personne. Hmm. Mais quand On, on en- est... on a des exemples, ça fait 13 ans qu'on fait ça, il y en a plus de 15, hein, tu vois, c'est pas sur les doigts d'une main, hein. C'est souvent arrivé. Et en fait, notre politique, elle est assez basique. Le commercial veut faire quoi? Enfin, tu vois, est-ce que tu as envie de tenter l'aventure? Est-ce que ça te plaît? Vas-y. Enfin, au contraire. Il y a ceux qui partent et qui reviennent. On a des gens qui, à un moment donné, pensent que, voilà, ils ont fait, d'autres commerciaux chez eux sont arrivés à un certain niveau, et du coup, ils nous abandonnent. Donc, on se sépare. Ça dure 1 an, 2 ans, et puis chez eux, il va se passer quelque chose. Des commerciaux vont partir, ou le directeur commercial va s'en aller, ou il va se passer un truc. Et là, ils reviennent en nous disant, bon bah, on a une galère, est-ce qu'on peut retrouver un rythme ensemble? Et comme on a en plus de l'historique, c'est simple pour nous. Tu vois, on n'a pas besoin de setup, on n'a pas besoin de se remettre à jour, on a déjà tous les éléments, on peut tout de suite être en activité, quoi. Aujourd'hui, les clients que vous accompagnez, c'est sur tout type de cible, tout Ouais. type de pays. Vous avez une Alors, capacité à faire de l'international? alors, type de pays, non, non, on est que en France. Il y a eu quelques exceptions, mais il y en a très peu. Et on fait tout type de boîtes, des boîtes de conseil sur des métiers complexes. La seule obligation qu'on a, c'est nos verticales. En fait, si on trouvait quelqu'un hors vertical, j'ai un exemple concret. On a une boîte qui est plutôt sur la planète, la pollution, et qui adresse les RH, bilan carbone, etc.
Et donc, ils sont venus avec nous et ils ont dit est-ce qu'on peut emmener deux de nos boîtes partenaires? On a dit oui, avec plaisir, puisque c'est sur le même sujet. Après, ma problématique a été de dire bon, bah, super, on en a trois, il nous en faut cinq pour que ce soit staffé correctement. Donc, par rapport à ça, on n'avait pas de personnes liées dans cet univers-là sur ce sujet-là. Et à Marseille, j'ai un jeune homme qui s'appelle Alexandre Mérignac, qui fait du bilan carbone dans les entreprises, qui est un ingénieur, qui est super pointu et top. Et je l'ai appelé, je lui ai dit Alexandre, dans ton développement, est-ce que tu voudrais bien m'accompagner pour proposer ce type de démarche à des boîtes? Et tout de suite, il a dit que ça l'enchantait. Est-ce que ta démarche ne va pas un peu contre les partenariats stratégiques? Un peu. Elle donne de l'autonomie, donc oui, elle va contre la dépendance des autres, oui. Elle donne une autonomie formidable parce que tu peux augmenter, tu peux diminuer, tu peux arrêter, tu peux recommencer. Et nous, en face, on est un peu comme on-off, le téléphone de taille Chris. T'allumes, ça marche, t'éteins, on arrête. Et cette force-là, entre nous, enfin, tu vois, avec de la formation, de l'incentive, on a un partenaire qui s'appelle Top Consult qui est rentré dans notre capital, qui fait de la formation pour des cadres de haut niveau, de la chasse pour des hauts niveaux, etc. Et en fait, Frédéric, donc, qui est le représentant de cette boîte et notre investisseur, nous apporte une formation et de la cohésion pour les équipes bah, d'un super niveau. Et du coup, les vendeurs sont valorisés, ils sont encadrés, ils sont dans des éléments incentivants. En plus, on est partenaire dans l'équitation, tu vois, on fait pas mal de choses autour du dressage du cheval. Enfin bon, voilà. Donc il y a vraiment une vie pour un commercial, alors que dans une boîte, si tu es deux, trois commerciaux, dans une boîte de 15, bah, je l'ai vécu. Hein. Mmh. C'est dur, voilà, Mmh. c'est dur. De toute façon, le métier de commercial est un métier dur. Oui, Oui, et on n'a pas conscience de l'épreuve que vit le commercial. mais nous, oui. Mmh. Toi et moi, oui. En fait, Oui, quand tu as un passé, que tu sais les évolutions du marché, les difficultés, tu vois, les problématiques autour des outils, le lead. À un moment donné, il y a des gens qui venaient vers nous, ils disant, est-ce que vous pouvez nous faire du lead? Bah, nous, non, c'est pas notre métier. Nous, on fait pas du lead. On appelle quelqu'un, on recueille des besoins, on répond à des problèmes. En fait, il y a des boîtes, elles avaient plein de leads, mais elles savaient pas les traiter, les leads. En fait, si tu n'es pas un vendeur, tu peux avoir 10 000 personnes qui t'appellent, bah, tu ne sais pas forcément vendre. Parce que le mec, il t'appelle pas en disant oh, bah, j'ai vu votre truc, alors c'est canon, mettez-moi 12. Non, mais ça n'existe pas. mais dans ce cas-là, pourquoi vous commencez au commercial et vous commencez pas au marketing? Parce qu'en fait, il faudrait commencer Tu as peut-être raison. par Oui, cette tu as là. raison. Alors, pas tellement. Alors, marketing, vente, en fait, on a une brique au-dessus qui est l'analyse du tunnel de vente, du process de vente, les KPI, et on propose une brique là-dessus aussi en conseil. Elle est beaucoup plus courte. On teste les items avec le client pour aller valider tout ce qu'on se dit les uns les autres. Et ensuite, on propose un commercial, de commercial, pour ensuite le mettre sur le terrain. Mais oui, tu as raison. En fait, le principe initial, c'est qu'on a voulu remonter au-dessus pour apporter de la valeur ajoutée et pas du lead, de la vente, tu vois, le truc basique. On a voulu remonter sur la partie stratégie et développement commercial. Et je dirais presque que les étages au-dessus, c'est la secret sauce Alexandre Bélanger. Alors, ça peut arriver, mais elle est déjà. En fait, on rencontre des gens avec des secrets de sauce canon. Il faut juste qu'il y ait des gens pour annoncer les secrets de sauce au marché. Mais ils sont super forts. On a des clients. Moi, à un moment donné de l'histoire, j'appelais tous les nouveaux clients. J'ai eu à peu près 40 personnes au téléphone sur le démarrage de l'activité mutualisée. Écoute, je me suis régalé. Je démarrais des conversations en disant bon bah alors racontez-moi ce que vous faites, tu vois, pour essayer de comprendre, voilà. Et j'étais, allez, il y a peut-être 10% des boîtes où je me suis retrouvé face à quelque chose que je connaissais. Dans 90% des cas, il y avait une secret sauce, il y avait une compétence super aiguë sur un sujet, des gens passionnants, enfin, canon, canon.
Globalement, tu nous dis que c'est 3 000 € par entreprise, vous en avez besoin de 5, donc ça fait 15 000 €. C'est quoi il y a que ça comme business model, il y a que ça comme coût? Vous prenez une Oui. partie variable ou pas du tout? Oui, on demande une partie variable, négociée avec la boîte en fonction du produit, en fonction des éléments, ouais, Donc c'est 3 000 € plus une partie variable. exactement. Un fixe, un D'accord. variable. Ok. Il y a des outils particuliers que que vous mettez à disposition de vos clients? Ça se passe comment pour structurer ce Alors en fait, process? toute la base de vente, on va, aller agréger du nomination, des fichiers à nous, de l'expérience et en fait tout ça, ça va donner une cible et ensuite on va avoir un CRM par vendeur et on va alimenter ce CRM et puis, le client va avoir le reporting de ce CRM avec, appelé, chaud, pas chaud, enfin tu connais les CRM, Hmm. voilà. Vous vous engagez sur quoi? On s'engage sur, commercialiser le produit de notre client. Et avec quel taux de succès? On s'engage pas sur un taux de succès parce que c'est tellement variable entre les boîtes et la maturité des produits. Je sais Et pas est-ce te dire. et est-ce que vous pouvez sortir comment dire, un produit du catalogue à un moment donné? Oui, mais notre client aussi. En fait, comme on va faire de l'échange régulièrement sur les performances et les échecs, bah, quand, au bout de 2 mois, tu vois, tu as eu, que des échecs, avec une prospection tous les jours sur ton sujet et sur ton produit, on va se réunir. Nous, on n'a aucun intérêt à continuer de t'avoir dans le catalogue du mec. On va pas non plus continuer à te prendre 3 000 € si tu vends rien. Il y a un problème d'adéquation entre alors, on pourrait avoir un problème de vendeur, mais c'est pas le cas parce qu'en fait, tous les gens qui bossent avec nous, ils bossent avec nous déjà et on sait qu'ils sont bons vendeurs et ils ont déjà vendu plein de trucs. Donc, je vais pas me retrouver avec la remise en question du gars. Je vais me retrouver avec la remise en question où on n'adresse pas la bonne cible. Ça arrive souvent, hein. On n'est pas sur la bonne cible ou on a un problème d'adéquation produit-marché. Mais ça, on est très transparent là-dessus. Comment, pour 3 000 €, vous contactez combien de personnes par mois à peu près? Pour donner un ordre d'idée. En fonction des contacts argumentés, pas argumentés, tu vois, le mec, il bosse 8 heures par jour, il va avoir 10, 15, 15 mecs dans la journée. Fois 20 jours, tu vois, Donc en fait, pour le moitié d'un salaire d'un commercial, ouais. j'ai les mêmes résultats qu'un commercial. Bah, moi, je pense que l'offre, elle est canon. Mais oui. Ouais, toi tu le penses. Moi, j'analyse Non, mais en positionnant comme dirigeant. En positionnant. factuellement, par rapport à ce que tu viens de me dire, mais je serais toi, je bosserais avec moi. T'es bien commercial. Non, mais pour moi, c'est évident. Moi, tu vois, je fais de la protection sociale. Ça adresse les RH. Je vais prendre un mec qui va me mettre dans un package protection sociale. Est-ce Avec qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des produits ou des services qui sont pas adaptés pour toi à ce type d'offre? sûrement. Je vois pas comme ça, hein, mais oui, sûrement. Mais Sûrement, il y a des choses. est-ce que Oui. quand on est dans de la vente très consultative, avec un cycle de vente long, est-ce qu'on n'est pas en train d'épuiser le commercial ou de ne pas assez éduquer le marché? Je crois pas parce que en fait, le commercial, il va donc, dans un premier temps, générer un rendez-vous. Quand on est dans les ventes, du conseil ou des choses un peu structurées, il y a aucune chance qu'on demande au commercial d'aller plus loin que le rendez-vous. Donc il va tout de suite se retrouver en rendez-vous avec un expert sur le sujet et c'est très valorisant et ensuite, soit on va lui demander de continuer, à suivre le dossier pour relancer et cetera, soit on va interrompre son activité pour retrouver des nouveaux rendez-vous avec des nouveaux prospects. Non, je suis vraiment heureux, de lan heureux de lancer cette offre. Je pense que, voilà, dans beaucoup de domaines, elle va faire un carton, quoi. Elle va être un truc, Aujourd'hui, vous avez extraordinaire. combien de sociétés qui travaillent avec vous sur cette offre? Alors sur cette offre-là, proprement parlé, on vient de la lancer. Donc, il y a peut-être, la semaine dernière, 5 à 10 personnes qui ont commencé à rentrer. On sera une centaine au mois d'avril, pour te donner le rythme. Donc, voilà, on sera une centaine de boîtes au mois d'avril et on avait déjà 40 boîtes
qui étaient rentrés dans ce qu'on appelle un accélérateur. Donc c'est ce que je te disais, c'était de la mutualisation de sujets. Donc nous, on appelait des DRH, des directeurs marketing, des DAF, etc. Et eux nous donnaient des sujets qui les intéressent en ce moment. Et on a une quarantaine de boîtes qui sont rentrées dans ce process-là, qui est un peu différent. Et pour la plupart, enfin, il y en a déjà un certain nombre qui vont basculer sur cette offre-là. Parce qu'elles ont une offre structurée, parce qu'elles savent qu'elles veulent y aller, que le nombre les intéresse, etc. Non, je pense que, tu vois, on se donne rendez-vous en avril. Rendez-vous en avril, sans boîte. Et puis, bah, voilà, le site, c'est Sticky. Donc, la coquille qui héberge cette offre, c'est Sticky. Je te partagerai ça. Tu me piques mes questions? Ah, pardon. Tu me piques mes questions là, Alexandre. J'allais te poser la question, c'est comment on fait pour souscrire? Alors, soit un petit message à votre serviteur. Donc, je mettrai mon adresse, voilà, pour en plus pouvoir échanger. J'ai beaucoup de plaisir à échanger sur les différents business. En plus, toi, c'est difficile à trouver sur les réseaux sociaux parce que tu as plusieurs profils LinkedIn. Moi, je suis polymorphe. Mais ça, on en rediscutera. Je veux aider les multipotentiels, donc les gens qui sont multi-activités. Mais c'est un autre sujet. Sur ça, donc soit par mon intermédiaire, soit la boîte s'appelle Sticky, et puis il y a un process après de contact, etc. C'est quoi l'adresse mail de Sticky, l'adresse du site de Sticky? Je te l'envoie. Bon, eh ben, je le mettrai dans les commentaires. Ouais, je te l'envoie. Il y a un i. Il faut que je le mette au bon endroit. À mon âge, hein, on fatigue, hein. Oh là là. C'est dur. Pourtant, t'es Mais resté. voilà, non, je préfère qu'on m'appelle moi, parce que du coup, je peux mettre mon grain de sel, discuter le bout de gras. En tout cas, pour tous les gens qui sont au sud de la Loire, appelez-moi. D'accord. La boîte est à Paris, bon, c'est pas tout à fait pareil. Bon. Voilà. Donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux. On te contacte pour Retour. Sticky. Tu proposes quoi pour les personnes qui te contactent? Un accueil fabuleux. Bon, ça, j'en doute pas une seule seconde. En plus, ils sont à Marseille, on peut boire un verre ensemble sur le port. Bah, sinon, tu les fais venir à Marseille. Sinon, je les fais venir à Marseille. C'est un axe touristique important. Ok. Bon, bah, Marseille compte sur toi, Alexandre. Écoute, je te remercie pour ce témoignage. Et Merci puis, pour bah, ça. écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de vite échanger tous les deux. Et puis surtout, j'espère que dans 2 mois, tu pourras nous repartager les résultats de Avec plaisir. 100 boîtes et faire un petit follow-up de quelques minutes sur ce sujet-là. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. À Merci très pour ça. bientôt. À très vite.